Avec tout ça, j'avais quand même anticipé qu'on pouvait pas gagner le camping que j'avais réservé, donc j'avais réservé en urgence un autre camping. Je lui avais expliqué la galère. Le gars avait dit, vous rentrez, vous vous garez à l'emplacement, machin. On gérera le reste demain matin et tout. Très bien. Donc, vers 1h du matin, on reprend la route. On arrive dans ce nouveau camping de nuit. On se gare. Les enfants dorment. Et là, moi, je prends une échelle pour monter dans la Capucine. Donc, la Capucine, tu sais, c'est la zone de sommeil qu'il y a au-dessus des conducteurs. Et en fait, 3e bévue sur cette problématique de camping-car vétuste. Au moment où j'accroche l'échelle sur la Capucine et que je commence à monter dessus, il y a un crochet de l'échelle qui lâche. L'échelle tombe, je tombe de 2 mètres de haut, je m'ouvre l'orteil et je me fais hyper mal au thorax. Hello, hello! Aujourd'hui, je vous emmène en Occitanie avec Camille, pédiatre urgentiste, donc pas du genre à s'affoler facilement, maman de 3 enfants de 11, 15 et 19 ans, et son mari Pierre. On est en juillet 2020, vous savez, cet été où tout le monde reste en France. Et Camille embarque sa famille pour 15 jours en camping-car entre l'Aveyron, l'Aubrac, la Lozère, les Cévennes et le Gard. Au programme, un élevage de cerfs où on dort sur place, une abbatiale vécue sous l'orage, une journée de VTT sur des plateaux où on ne fait que monter, ou encore une rando avec un âne dans les Cévennes. Et puis il y a cette fameuse journée où, en 24 heures, tout s'enchaîne. Un chemin perdu, un marchepied arraché, une panne de batterie en pleine nuit, et la chute que vous venez d'entendre. Si vous avez déjà loué le véhicule le moins cher du site en vous disant que ça va aller, ou si vous cherchez des idées pour explorer l'Occitanie autrement qu'en passant par les villages les plus connus, cet épisode va vous plaire. Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Ici, vous entendrez de vrais parents raconter leur vrai voyage en famille, sans filtre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous et mettez 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et souvenez-vous, les voyages en famille ne durent qu'un temps, alors profitons-en. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Camille en Occitanie. Hello Camille! Salut Stéphanie! Comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. En retour de garde? Eh bien non, aujourd'hui je suis en repos officiel. Oh là là! C'est tellement rare, on avait pris un petit rythme de retour. C'est vrai, donc là je suis parfaitement réveillée. Et prête à nous raconter une nouvelle aventure en famille. On n'est pas sur une galère de voyage, mais, spoiler alerte, il y aura une galère de voyage. Il y aura une grosse galère de voyage. Un cumul de galères en fait, en une seule journée. On prend. Bon, avant de rentrer dans ce nouveau voyage, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, et il ne doit pas y en avoir beaucoup, est-ce que tu peux présenter ta famille et le type de voyageur que vous êtes, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Camille, je suis maman de 3 grands enfants qui ont maintenant 11, 15 et 19 ans. Je suis mariée à Pierre et tous les 5, on parcourt le monde depuis que les enfants sont tout petits. Et voilà, et du coup je tiens un blog qui s'appelle Les Tisons on the Road parce qu'on s'appelle Les Tisons, c'est notre nom de famille. Et voilà, effectivement, je suis déjà venue, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois dans ton podcast raconter nos aventures. Oui, je vous remettrai ça dans les notes de l'épisode pour aller retrouver ces épisodes d'histoires de voyage qui sont vraiment... Non, il faut les écouter, je peux pas spoiler parce que il y a toujours beaucoup de détails, des galères, on va pas se mentir, mais c'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de te recevoir parce que tout est toujours hyper documenté, on a tous les détails. En gros, vous faites copier-coller, bon, sans les galères, et vous avez un super voyage. C'est ça. Non, mais c'est vrai que je prépare beaucoup mes voyages et du coup, je les prépare beaucoup et je les vis intensément et comme j'écris dans le blog, je pense que je garde en tête beaucoup les sensations qu'on a ressenties et tous les détails de ce qu'on a vécu et donc je pense qu'effectivement, je peux restituer quelque chose d'assez fidèle et qui, à mon avis, donne envie de tester. Sauf les galères, encore une fois. Mais les galères font partie de l'aventure. Alors oui, on est d'accord. Et celles-là, on les refera pas. C'est-à-dire qu'on va en vivre d'autres, mais celles-là, on sait qu'on va éviter. Donc, quand, par exemple, je suis allée au Japon, après avoir enregistré avec toi la galère de Japon, j'ai fait attention. C'est ça. Donc là,
On part pas à l'autre bout du monde, une fois n'est pas coutume. On reste en France. Vous êtes allé où et c'était quand? C'était en juillet 2020, ce fameux été Covid qui nous a un petit peu obligés à bien se recentrer sur le territoire français. Et c'était une très bonne idée en fait, parce que ça nous permet de redécouvrir à chaque fois que la France, je pense qu'il faut le dire, c'est quand même le plus beau pays du monde. Enfin, en tout cas, c'est celui qui a le plus de diversité de paysages sur un tout petit territoire proportionnellement à plein d'autres pays dans le monde. Et donc, en fait, j'avais des envies depuis longtemps à cette époque-là de découvrir l'Aubrac. Les plateaux de l'Aubrac, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup envie parce que j'aime la photo, les lumières, et je savais que sur le plateau de l'Aubrac, je pouvais trouver ça. Et puis, j'avais envie de découvrir en fait des contrées qui sont assez vides, peu fréquentées. Et puis, comme on avait déjà testé le camping-car à plusieurs reprises à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, je m'étais dit, et pourquoi pas le tenter en France? Mais attention, je pense qu'il faut que je choisisse bien la zone que je veux explorer, parce que si je veux pas être déçue, je pense qu'il faut trouver de la zone justement où il y a du vide, où il y a de l'espace, où il y a de l'horizon. Et je trouvais que les départements de l'Occitanie-Est pouvaient bien se prêter à ça. C'est comme ça qu'on a décidé de faire ce road trip. Est-ce que tu y étais déjà allé une courte période ou pas du tout? Alors, on habite à Toulouse, donc en fait, l'Occitanie, c'est notre région de vie. Donc naturellement, on connaît bien la partie ouest, anciennement Midi-Pyrénées, parce que quand tu habites à Toulouse, tu dépends plutôt des départements de l'ouest, donc on connaissait bien tout l'ouest. Mais non, l'Aubrac, les Cévennes, enfin tous ces départements-là, je les avais jamais pratiqués, donc c'était vraiment l'occasion de faire un beau road trip de 15 jours avec un tour complet de tout ce secteur-là, en fait. Quel âge avaient les enfants pour nous éviter de faire le calcul? Ouais, à l'époque, ils avaient donc Basile avait 13 ans, Félix 10 et Zoé 5. Il fallait aussi que ça convienne à tout le monde. Exactement. Comment tu l'as organisé ce voyage? Comme d'habitude, hyper minutieusement, mais comment? Ouais, j'ai dévoré le routard. Moi, je suis très routard pour préparer mes vacances parce que je trouve qu'ils ont des opinions très tranchées et assez justes en général. J'ai plongé dans le routard et alors là, j'ai construit vraiment grâce à eux tout le parcours que je voulais faire. Et mon petit fil rouge, c'était que je voulais qu'on fasse des surprises aux enfants à plein de moments différents du voyage pour justement pimenter cette exploration road trip camping-car. Et dans le routard, j'ai trouvé plein d'endroits et d'expériences à faire sur ces régions d'Occitanie avec les enfants qui nous ont permis de faire des vacances très très sympas, assez variées au plan animalier en fait. Et puis on avait pris les VTT, on avait chargé les VTT sur ce camping-car qu'on avait loué et donc on a aussi fait beaucoup de vélo. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans le détail, nous faire l'itinéraire que vous avez suivi? Donc en fait, on est parti de Toulouse, bien sûr. On est monté en Aveyron, donc un des premiers départements là qu'on a exploré. Donc on a fait de l'Aveyron. Ensuite, on est monté vers la Lozère, donc sur les plateaux de l'Aubrac. On a continué à aller côté Mont-Égual, en fait. Donc c'est encore un peu plus à l'est côté Lozère. Et après, on est redescendu sur le secteur des Cévennes, donc avec une Lozère plus une incursion dans le Gard. Enfin, on a continué vers les Gorges du Tarn et ensuite on a fait une boucle en fait qui part d'ouest en est, si tu veux. Donc Gorges du Tarn et on est remonté via le plateau du Larzac. Ok, alors moi qui suis nulle en géographie française en particulier, je connais les noms, mais alors j'ai aucune idée de où c'est situé, même si on est en Occitanie, ça je vois. C'est vraiment des endroits que je connais pas du tout, donc je suis ravie de découvrir avec toi. Ouais, du coup l'Aveyron, tu vois, pour te donner un petit aperçu, parce que c'est compliqué, on parle des départements, puis on parle des zones géologiques en fait. Donc l'Aveyron, c'est un département qui est au nord-est de Toulouse. Voilà, tu vois, tu montes. L'Aubrac, ce qu'on appelle l'Aubrac, c'est pas un département, c'est un plateau en fait géologique, volcanique, qui est à cheval sur l'Aveyron et la Lozère. Et il y a même une petite partie du nord de l'Aubrac qui appartient au Massif central, en fait, avec le Cantal. Après, ce qu'on appelle les Cévennes, c'est une chaîne montagneuse qui est située sur le Gard et la Lozère. Et donc la Lozère, en fait, elle est encore à l'est de l'Aveyron. Puis après, tu as le Gard qui est plutôt au sud-est de la Lozère et donc au-dessus de Nîmes. Tu vois, le Gard, c'est Nîmes, en fait. Et donc voilà, tu crées une boucle comme ça entre Aveyron, Lozère, Gard et tu peux tourner en boucle. Et on a largement tenu 15 jours de road trip dans toutes ces régions-là, quoi. On repart au début, vous partez de chez vous en camping-car, vous allez où, vous faites quoi? Première étape. Alors, première étape, on part de la maison, je crois, dans l'après-midi, et on arrive à Sauveterre de Rouergue, qui est un des plus beaux jolis villages de l'Aveyron, où on s'est posé sur la place du village, où on a pu En fait, mon idée aussi, c'était que je voulais faire du camping-car, mais que je voulais le faire un petit peu à l'australienne, c'est-à-dire que je voulais ne pas être toujours systématiquement dans des campings. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était faisable en France. En fait, tu sais, avec les applis Parc Fortnite et tout ça, en fait, même en France, tu arrives à avoir des endroits. Et donc là, la place du village de Sauveterre de Rouergue, on pouvait s'y mettre. Donc, on s'est mis sur la place. On a passé la soirée dans le village. Voilà, on a fait tranquille pour le premier soir. Ça ressemble à quoi
Ah bah c'est du petit village en pierre, très mignon. C'est parmi les plus beaux villages de France, donc tu vas avoir une petite place centrale avec, tu sais, des arcades en fait tout autour. C'est de la pierre claire, c'est des petites portes en bois partout, des petits murets. Je me rappelle qu'on a accueilli des murs sur les petits murets du village. On s'est fait notre dessert du soir comme ça. Rien à faire de particulier à Sauveterre, tu vois, c'est très calme. Il y a des petits restos pour ceux qui veulent manger au resto. Voilà, l'idée c'était avoir un premier soir dans l'Aveyron avant de continuer les journées d'exploration. Donc voilà, alors la toute première déconvenue, elle commence dès le premier soir avec le camping-car, parce que en fait on avait loué le camping-car sur une plateforme de location entre particuliers qui s'appelle Yescapa. Et évidemment, j'avais voulu prendre le camping-car le moins cher, et le moins cher c'était le plus vieux. Donc c'était un camping-car de 2003, donc à l'époque il avait presque 20 ans ce véhicule. Dans l'absolu, je pense qu'il fonctionnait très bien quand tu le connais bien ton camping-car. C'est toujours le problème des vieux véhicules, c'est que quand tu le maîtrises parfaitement, bah voilà, tu sais t'adapter à la vétusté de ton véhicule. Quand tu te l'appropries, c'est plus compliqué. Et donc on a eu dès le premier soir un petit problème avec une pièce de frigo. Tu sais, le frigo dans le camping-car, il doit rester fermé quand tu roules, et la pièce qui permettait de maintenir cette fermeture a pété dès le premier soir. Donc en fait, pendant un certain nombre de jours de voyage, on a dû visser à chaque fois qu'on ouvrait et qu'on fermait le frigo, on avait un tournevis, tu vois, pour visser et fermer. Bon, ça, c'était la première galère, et il y aura un petit fil rouge avec ça. Donc voilà, donc à part cette petite déconvenue du soir, le reste, c'était sympa. Et puis donc le lendemain, on est parti dans la région de Rodez. Donc Rodez, c'est le chef-lieu de l'Aveyron. Et en fait, à Rodez, j'avais repéré plusieurs choses. Alors d'abord, dans les environs de la campagne de Rodez, il y avait un parc animalier, attention, hein, c'est quelque chose de ultra artisanal, ça s'appelle la ferme de Saint-Hubert à Montrosier, et c'est un agriculteur qui a beaucoup de terrain et qui a recueilli des cerfs qui ont été malades, blessés, tu vois, touchés sur la route, etc., qu'on lui a ramenés. Et donc de fil en aiguille, il s'est retrouvé avec un élevage de cerfs qui sont ils sont parqués dans le sens où il y a une barrière si tu veux, mais après ils ont un espace pour vivre qui est énorme. Et ce monsieur, il propose des balades dans son tracteur pour aller voir les cerfs. Donc j'avais vu ça, je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal. Et surtout, ce qui était très chouette, c'est que je lui avais demandé si je pouvais être autorisée à dormir sur son site à partir du moment où je faisais une visite avec lui. Et il m'a dit ok. Donc c'était génial. Donc ça, c'était la première surprise pour les enfants. On leur a dit il y a une première surprise dans le voyage, et donc on a fait cette matinée à bord du tracteur. Il t'apprend plein de choses en fait sur les cervidés, sur la vie des cerfs, etc. Lui descend du tracteur et va au contact. Nous non, bien sûr, mais lui peut y aller. Et c'est des animaux magnifiques quoi. Et il t'explique voilà le mode de vie, la nourriture, etc. Donc ça, c'était très chouette. Ils ont aimé plus les cerfs ou le tracteur? Oh, les cerfs, ouais. En fait, à l'époque, alors surtout mon aîné Basile, il est fan de domaine animal, si tu veux, donc c'était vraiment les cerfs. Mais c'est vrai que l'expérience en tracteur dans la petite charrette derrière était rigolote, quoi. Donc ça, c'était chouette. Et puis le midi, on est retourné dans Rodez pour manger. Alors je crois qu'on a fait beaucoup de pique-niques, hein, essentiellement, pour limiter les coûts. Et l'après-midi, on est allé visiter le musée Soulages. Alors le musée Soulages, c'est la star absolue de Rodez. Pierre Soulages, en fait, c'est un peintre contemporain qui est mort il y a pas longtemps, il y a 3 ans, à l'âge de 103 ans. Donc il était encore vivant quand on a visité le musée. Il est originaire de l'Aveyron, de Rodez. Je sais pas si tu vois qui c'est, Pierre Soulages. C'est lui qui a inventé le concept de l'outre noir dans le monde artistique. C'est un noir. En fait, il a été un des premiers artistes à mettre en évidence que le noir était une couleur et avait des reflets particuliers. Il a énormément travaillé sur ce thème-là, en fait. Donc son musée, le musée qui a été fait pour lui est juste sublime en termes d'architecture. Ça domine, c'est dans Rodez, ça domine les collines de l'Aveyron, donc c'est très très beau. C'est une architecture rouillée en fait, tu vois, c'est dans le thème du métal rouillé. C'est très contemporain. Enfin, c'est vraiment très 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 beau, et la visite est très chouette. Et il y avait même dans mon souvenir les petits guides pour enfants. Enfin, tu vois, tout le monde pouvait participer à cette aventure artistique de découvrir le peintre. Et il est aussi célèbre dans la région parce qu'il a fait aussi les vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, qu'on est allé voir après. Donc voilà, non, c'était vrai, je te dis, c'est vraiment une star pour la région. C'est une star nationale dans le monde artistique, mais voilà, pour la région aussi. Et du coup, je voulais voir ce musée depuis longtemps parce que j'en avais entendu parler, je savais qu'il était très beau, et donc on voulait aller voir ça. Et pour ceux qui aiment la bonne bouffe, il y a un café à côté du musée Soulages qui est dans la même architecture, qui s'appelle le Café Brasse. C'est Sébastien Brasse, en fait le fils de Michel Brasse, le super chef. Et donc ils ont ouvert leur brasserie à côté. Et là, pour des prix abordables, tu manges super bien, quoi. Le bon plan, c'est d'aller faire le musée Soulages et d'aller prendre le goûter après à la cafétéria Brasse, et c'est très chouette. Bon, et après, il se passe quoi? Voilà, donc on a fait, tu vois, cette visite. Après, on a visité Rodez. On s'est baladé dans la ville de Rodez, qui est très chouette. Il y a une très belle cathédrale à Rodez, qui est en pierre rouge, un espèce de grès rouge, qui est assez très typique de l'Aveyron, en fait. Voilà, donc on a visité la cathédrale, on s'est promené dans la ville. C'est une petite ville très chouette, Rodez. C'est très vivant, c'est très animé en termes de commerce. Et donc, c'est chouette. Voilà, pour se balader, c'était très sympa. Et puis, on a fini la journée en retournant sur le site du campement, et les enfants savaient pas qu'on retournait
là-bas. Et donc là, c'était génial parce qu'en fait, on était tout seul et les cerfs, ils s'approchent en fait. Enfin, ils viennent. Alors, il y a toujours les petites barrières barbelées si tu veux. Donc, ils viennent pas au contact de ton camping-car, mais en fait, toi, tu marches et tu vas près des barrières et là, les cerfs viennent te voir et tu les as plus que pour toi. Non, ça faisait une très belle vraie première soirée, tu vois, d'arriver dans le voyage, quoi. Ouais, ça devait être trop sympa. Et c'est pas l'époque du brame du cerf, donc ça a été. Ils ont pas fait de bruit. Non, mais c'était très beau. Ouais, puis on a eu un moment privilégié avec l'agriculteur parce qu'il avait recueilli d'autres petits animaux dans son étable, donc on y est allé, on a nourri. Enfin, c'était très sympa. Et puis on a vraiment eu un vrai échange privilégié avec ce monsieur en tête à tête à ce moment-là, et c'était chouette. Eh ben, on continue. Oui, donc après le lendemain, on a continué l'Aveyron. On est donc allé à Conques. Conques, c'est une grande étape pour les marcheurs, les randonneurs qui font le Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une abbatiale donc à Conques. Donc Conques, c'est un très très beau village aussi, parmi les plus beaux villages de France. Très joli. Voilà, c'est comment te dire, c'est sur un promontoire un petit peu. C'est du village de pierre. C'est très moyenâgeux comme architecture. Et il y a cette fameuse abbatiale qui est au centre du village, qui est sublime. C'est de l'art roman. Donc 11e siècle, c'est très très joli, il y a un tympan magnifique. Et en fait, ce qui est drôle quand on est arrivé à Conques, c'est qu'on s'est tapé un orage. Et donc en fait, c'était chouette parce que figure-toi que ça a vidé le village, qui est quand même assez touristique, hein, Conques c'est assez connu. Et donc d'un seul coup, il y avait plus personne dans le village et on s'est retrouvé là sous l'orage. On est rentré dans l'abbatiale et on a vécu l'orage dans l'abbatiale. Et en fait, ça donnait un petit côté mystique assez chouette. Tu vois, il y a plein de petites bougies partout allumées dans l'abbatiale. Il y a beaucoup de pèlerinages, il y a beaucoup de pèlerins qui passent dans l'abbatiale au moment de leur marche pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc du coup, tu vois, il y avait vraiment, tu te retrouves un peu projeté dans l'histoire. Là, d'un seul coup, il y avait un petit côté, je suis vraiment retournée dans le Moyen-Âge. Il pleut dehors, il y a l'orage, il y a les éclairs, ça tonnait. Enfin, franchement, ça nous a donné une ambiance dans l'abbatiale qui était pas la visite banale d'une très jolie abbatiale, mais avec plein de touristes, tu vois. C'était pas du tout ça. Donc ça, c'était vraiment, enfin, moi, j'en ai un très bon souvenir, en fait, de ce moment où d'un seul coup, t'as froid, t'es dans l'abbatiale, t'attends que ça s'arrête. Voilà, mais c'est très beau. Et donc, c'est dans cette abbatiale qu'il y a les fameux vitraux qui ont été créés par Soulages, dans une des étapes de la réfection de l'abbatiale. Donc voilà, on a fait Conques. Ensuite, on est allé se poser dans un camping pas très loin de Conques. Alors, je crois que ça s'appelait Saint-Cyprien, le petit village. Il avait plu, donc c'était un peu trempé par terre. Donc là, on est resté côté camping-car. Mais le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il faisait grand beau. Et donc, on est retourné à Conques pour la voir sous le soleil. On s'est baladé. Et puis surtout, il y a un point de vue. Alors, je pense que quand tu tapes sur Internet, tu peux le trouver. Mais il y a moyen d'accéder en voiture sur un promontoire rocheux qui est en face de la ville, mais assez loin. Et donc là, tu peux faire des photos sublimes, en fait, avec la ville, le village de Conques en contre-jour derrière. Et là, moi qui adore la photo, c'était superbe. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ça. On a visité le village de Belcastel aussi dans l'Aveyron. Belcastel, c'est aussi un des plus beaux villages de France. Mais surtout dans ce coin-là. Ouais, ils sont dans le secteur de l'Aveyron. Non, mais l'Aveyron, il y a vraiment pas. De toute façon, l'Occitanie recèle beaucoup du patrimoine en termes de très jolis villages. Et donc Belcastel, très sympa parce que Belcastel, c'est vraiment, alors c'est très moyenâgeux, puis ils ont vraiment développé la culture du chevalier. Enfin, tu vois, donc pour les enfants, c'est top parce qu'il y a tout un petit parcours dans le village. Tu découvres des vraies armures, en fait, de chevaliers qui sont postées à différents endroits des différentes portes du village. Donc, c'est sympa. Ça enjambe une rivière. Il y a un petit pont qui enjambe une rivière juste à côté. C'est très chouette. C'est une chouette balade, Belcastel aussi. Et ils font pas des spectacles Alors, si, probablement, nous, on est passé en matinée ou en après-midi, je sais plus. Mais oui, si, dans mon souvenir, je crois qu'il y avait des spectacles avec peut-être des oiseaux, des vautours, tu vois, des choses comme ça. Il y avait. Non, ils ont vraiment axé toute la rénovation du village sur cette histoire moyenâgeuse et liée au château fort, quoi. Pour les enfants, c'est assez chouette. Ça permet, tu te fais plaisir en tant qu'adulte en voyant une belle architecture, et les enfants ont quand même des petites choses à voir qui leur font plaisir aussi. Ils cherchent les armures. Ils cherchent les armures, c'est ça. Bon, on continue. On continue, donc ça c'était la partie aveyronnaise, et après le lendemain on a repris la route et on est parti vers l'Aubrac. Donc là tu montes, en fait après l'Aveyron tu continues de monter vers l'est, vers le nord-est, et là tu arrives sur les plateaux de l'Aubrac. Alors c'est très drôle parce que là c'est changement de décor total, c'est-à-dire quand tu arrives sur les plateaux, déjà tu ressens l'altitude, donc il fait souvent un petit peu moins beau, c'est plus gris, c'est très venteux, donc tu as vraiment une ambiance mystérieuse là qui arrive. C'était vraiment ce que je cherchais moi, donc j'étais super contente. Une des choses à faire à mon avis, tu passes à Aubrac, la ville d'Aubrac. Déjà, tu rentres dans la ville. Et puis après, il y a la maison de l'Aubrac. La maison de l'Aubrac, c'est une sorte de visitor center, je dirais, tu vois, si on compare aux parcs nationaux qu'on va trouver en Australie, aux États-Unis, qui te permet une introduction à ce que c'est l'Aubrac, en fait. Donc c'est assez chouette. T'as une belle vue en plus quand tu y vas, et donc t'as pas mal de données, d'infos. Ça fait un petit peu petit musée, écomusée. Ça fait un peu à l'office du tourisme aussi, et tu peux commencer à pêcher les infos qui t'intéressent à cet endroit-là. Et puis on est allé se poser à Nasbinals. Donc Nasbinals, pareil, c'est
très haut lieu, un village très connu des marcheurs pour Saint-Jacques. C'est aussi une étape de Saint-Jacques. Donc pareil, du village un peu moyenâgeux avec de la pierre grise. L'Aubrac, c'est du gris foncé, hein, la pierre. Et donc là, on avait un camping, le camping des randonneurs. En fait, on s'est posé là. Donc on a découvert Nesbinals, qui est une petite ville, enfin petit village. Attention, on est sur des dimensions microscopiques, hein. Mais c'était sympa. On a découvert le thé de l'Aubrac. Donc le thé de l'Aubrac, c'est une herbe en fait, et donc ils font une espèce de tisane avec, et donc il y a une petite boutique qui te propose de déguster du thé. Donc, c'était sympa. Voilà, on s'est posé là, et puis le lendemain, on a fait une grosse rando VTT. On avait été prendre des infos dans Nesbinals, il y a des loueurs de VTT, alors VTT mécanique ou VTT électrique, et donc ils te fournissent des cartes, et donc tu peux choisir la rando que tu veux faire. Et donc là, on a fait une journée entière de VTT sur les plateaux de l'Aubrac. C'est juste sublime. C'est un peu difficile. Je crois qu'elle faisait 16 ou 20 kilomètres la rando, et en fait il y a un gros dénivelé, parce qu'on pourrait penser que plateau égale plat, mais non, les plateaux de l'Aubrac sont en dénivelé continu en fait. Tu montes. Et je me rappelle en relisant mes posts, j'avais dit on a surtout monté et monté. T'as l'impression que t'as jamais les descentes en fait. Il y a bien un moment où tu redescends. Bah oui, mais t'as le vent de face, comme c'est assez venteux, donc en fait même en descente tu pédales quoi, tu vois. Donc non, c'était très sympa. On en a un peu sué, mais j'étais hyper fière des enfants. Alors à l'époque, Zoé avec 5 ans, elle était en follow me. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce système pour accrocher au VTT là, et donc mais elle pédalait quand même, hein, et elle a quand même géré. Et donc on a vraiment fait une très très belle journée, et pour moi c'était magnifique aussi, parce que là ça permettait d'explorer plein de paysages que tu vois pas forcément quand t'es en véhicule quoi. Tu le vois en VTT, c'est super sympa. On avait une très belle journée en termes de météo. Vous l'aviez choisi avec les cartes? Avec le loueur. Ouais, en fait le loueur te montrait les cartes. Il avait vu un peu notre profil, donc famille quand même plutôt sportive et qui rechigne pas à la tâche, tu vois, mais avec des enfants, il y avait Zoé, et donc il nous avait conseillé ça. Puis moi je lui avais dit voilà, moi je veux des endroits où j'ai des belles vues, des beaux points de vue et tout ça, et donc voilà, on avait choisi comme ça avec le niveau de difficulté du VTT en tant que tel, et c'était super. Et il y avait un bon niveau de difficulté. Ouais, il y avait un bon niveau de difficulté. Après, c'était pas on était sur des petites routes tout le temps, tu vois, c'était pas du VTT de chemin caillouteux, où là c'est en plus très technique, heureusement. Mais on en a déjà bien sué, ouais, juste sur les petites routes de campagne goudronneuses. Après, ce qui était super, c'est que c'est vraiment de la route de campagne partout, t'es protégé, t'as pas de circulation. Enfin, vraiment, c'est à part un tracteur peut-être de temps en temps. Puis du coup, on a rencontré les vaches de l'Aubrac, qui sont très très connues. On est allé les voir. Enfin non, c'est vraiment sympa. Oui, vous avez pas fait 6 heures non-stop de VTT, vous avez fait des pauses quand même. Non, on a fait une petite pause goûter, une petite pause glace dans un village où il y avait des glaces artisanales, des agriculteurs qui faisaient leurs propres glaces, tout ça. Donc ça, c'était super. On avait promis la glace à la myrtille, dont je me souviens très bien, puisque Zoé m'en a mis partout sur les vêtements. Enfin, j'ai des photos où elle est... Non, la myrtille, pas du tout. C'est toujours une très bonne idée, la myrtille en glace. Ah oui, mais sinon, c'est pas pareil. Il faut être local. Ouais, non. Puis j'ai des enfants qui sont des as pour rester propres. Je crois que j'ai jamais des photos, ils sont nickel, tu vois. Il y a toujours du chocolat quelque part. Ça fait des bons souvenirs. C'est ça. Voilà, donc ça c'était la journée VTT, et on était bien rincés après ça. On a repris quand même le camping-car, parce que tu sais que je suis un peu une jusqu'au boutiste. Je sais pas trop me reposer. Donc une fois que la rando VTT est terminée, on a repris le camping-car pour le coucher de soleil, et je voulais qu'on fasse la route des lacs. La route des lacs, c'est une boucle sur le plateau de l'Aubrac en fait, où tu passes par alors lacs, c'est des petits étangs, hein. Enfin c'est pas des grands lacs, et en fait au coucher de soleil c'est très très joli. Enfin là c'est vraiment les lumières de l'Aubrac rasantes avec les ciels gris, enfin un peu orageux. Enfin c'est très très joli. Là, on a eu un gros coup de bol, parce qu'en fait, on avait très envie, quand tu penses Aubrac, tu penses Buron. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les burons, c'est les fermes traditionnelles sur les plateaux de l'Aubrac en pierre, tu sais, plafond bas, etc. Et les burons, l'été, ils sont ouverts parce qu'ils servent de resto. Et c'est là que tu manges la ligo, qui est la grande spécialité de l'Aubrac, ce fromage filant que tu manges avec de la saucisse. Et en fait, j'avais dit super, on ira dans un buron manger de la ligo, mais j'avais pas du tout imaginé que en fait ça se réserve, ce genre de truc. C'est-à-dire que t'as pas des tonnes de burons non plus. Enfin, il y en a plusieurs l'été qui sont ouverts, ils sont fermés qui sont ouverts l'été et qui sont plutôt fermés l'hiver. Mais en fait, il y a pas non plus un nombre de places extensible dans les burons, et donc normalement tu réserves. Et donc moi, je me présente la bouche en cœur dans un buron. Je dis voilà, on est 5, on aimerait goûter la ligo. Et en fait, on a eu un coup de bol énorme. La dame me dit mais vous avez une chance de fou. J'ai une famille de 5 qui vient de m'appeler, ils ont crevé, ils annulent. J'ai jamais été aussi heureuse qu'une autre famille ait crevé, c'est pas gentil. Mais non, c'est pas gentil du tout. Mais ça nous a permis d'avoir notre table. Et voilà, truc de fou, on a pu manger notre aligot. Et on a eu la démonstration de l'aligot par le propriétaire, le restaurateur. On a mangé de la saucisse, des charcuteries, voilà. Que des trucs bien gras. Que j'adore. Voilà. Ouais, mais alors du coup alors moi je suis moins branchée sur ce genre de nourriture là, mais j'avoue que les garçons, après leur journée de VTT, ils étaient hyper contents de se jeter là-dessus.
Donc ça a été la récompense finale. Une surprise pas prévue, mais tu vois qui. Donc il faut garder en tête que ça se réserve. Ouais, donc voilà, si vous voulez manger de la Ligo dans les Burons, il faut réserver. Ouais. La veille pour le lendemain, je pense, ou le matin pour le soir au minimum, quoi. Voilà, donc ça c'était l'Aubrac. Ce qu'on a fait le lendemain aussi, on a fait 2 jours en Aubrac. Le lendemain, on a été continué. Donc là, on a continué de visiter, mais en camping-car. On est allé randonner sur la butte de Marchastel. Bah, c'est une butte, quoi, tu vois, sur le plateau. Il y a un petit village au pied de la butte, puis après tu montes en rando. Il y a une très jolie rando qu'on a refait cet hiver là, en février. On est allé 3 jours dans l'Aubrac et on l'a faite en hiver et c'est vraiment très très beau, quoi. Enfin, les paysages. Il y a une rando quand tu tapes rando au but de Marchastel. Il y a une des randos principales qui passe par là et toute la partie basse est très très belle en fait. Et puis après, tu montes vraiment sur la butte en parcours final. Et donc là, tu as une vue à 360 sur les plateaux, quoi. Donc tu vois les Burons au loin, tout ça. Non, c'est très très joli à faire. Donc ça, très très bon souvenir de cette petite rando sur la butte. Et puis on est allé voir un autre site majeur de l'Aubrac qui s'appelle la cascade de Déroc. Bon, c'est une rivière de plateau qui à un moment donné tombe abrupte sur un dénivelé, si tu veux, et donc c'est très joli à voir, c'est très sympa. On l'a refait aussi cet hiver. Et là, vraiment, enfin sur cette zone-là très précise. T'as l'impression que t'es en Écosse, en Irlande, en Islande. Enfin, c'est très étonnant. Le paysage est vraiment, vraiment, vraiment dépaysant. C'est très chouette. Donc ça, sympa. Et cascade de Déroc, hyper facile. En fait, tu te gares, il y a un petit parking, c'est indiqué cascade. Tu marches 500 mètres et t'arrives à la cascade. Faut juste la trouver parce que cet hiver, on a galéré. Il y avait personne en fait, comme il y a pas de tourisme l'hiver. Et en fait, on l'a pas trouvé du premier coup. Il a fallu remonter, redescendre. On n'a pas bien pigé tout de suite. En fait, fallait passer sous des barrières. Rien n'était indiqué. Du coup, c'est pas mal. Ça donne un petit côté un peu chasse au trésor. Mais en été, c'est plus facile parce qu'il y a un petit flux de touristes à cet endroit-là qui fait que normalement, naturellement, tu comprends où il faut aller, quoi. Mais si vous y allez hors saison, vous pouvez risquer de passer à côté alors qu'en fait, elle est tout près, mais tu l'entends à peine et c'est dommage de la louper parce que vraiment, c'est très chouette. Voilà pour l'Aubrac. Eh ben, on continue. Donc après, on a repris le camping-car et on est arrivé. Alors l'Aubrac, je te disais, c'est à cheval sur l'Aveyron et la Lozère. Et après, on est vraiment allé en Lozère. La Lozère, j'avais vraiment très envie de l'explorer aussi parce que j'avais un oncle et une tante qui étaient allés quelques années auparavant et qui m'avaient dit que c'était sublime aussi en termes de paysage, que c'était très beau, très vaste, personne, vide. Et ça, c'est ce que je cherchais, donc ça m'allait bien. Donc on est allé à Marvejols, dans le village de Marvejols. Que des noms toujours. Ouais, oui. Bah, par contre, ouais, les noms, faut se les retenir. Donc là, on avait un camping, là, un vrai camping, avec une piscine même. De temps en temps, j'ai pris un camping avec piscine pour que les enfants aient un petit temps de récréation. Et là, il y avait une surprise. Puisqu'en fait, il y a un parc qui s'appelle le parc des loups du Gévaudan, en Lozère. En fait, le Gévaudan, c'était l'ancien nom moyenâgeux qu'on donnait à la Lozère. Et donc, la bête du Gévaudan, le mythe de la bête du Gévaudan, c'est les loups de la Lozère, en fait, au Moyen-Âge. Et donc, ce parc animalier, j'en avais entendu plutôt du bien. Alors, des fois, je suis toujours un peu hésitante sur certains parcs animaliers. Tu te demandes un peu si on est sur du zoo ou, enfin, c'est pas toujours facile. Donc, je m'étais pas mal renseignée. Les avis étaient bons. Le routard, notamment, qui est assez intransigeant sur ça, avait vraiment très bons avis sur le parc des loups avec les enfants. Donc on avait pris des tickets et ça c'était une des surprises et qu'ils ont découvert quand on est arrivé devant. Donc ça c'était chouette. Donc c'est un très très grand parc pareil où il y a 5 espèces de loups, des loups du Canada, des loups de Mongolie, de Sibérie, de Pologne et d'Arctique. Et en fait ce qui est vraiment bien fait dans ce parc-là, c'est qu'il y a eu un très joli mixte entre la découverte de l'animal et de sa façon de vivre, la meute, l'alpha, l'oméga. Enfin, il y a tout. C'est une visite guidée incluse en fait. Et donc du coup, tu comprends vraiment parfaitement l'organisation de vie, les migrations depuis l'est, la réintroduction naturelle du loup qui se fait en Europe là depuis plusieurs années. Donc ça, c'était très chouette. Mais en plus, c'est ça qu'ils ont vraiment bien réussi, c'est qu'ils ont fait vraiment un retour historique sur justement le mythe de la bête du Gévaudan. Et donc, tu as plein de petits panneaux très chouettes sur l'histoire de ce mythe, parce que tu sais, il y avait des moutons et des humains retrouvés morts, donc il y a eu toute une mythologie autour du loup. Et donc, tous ces petits panneaux explicatifs étaient vraiment super intéressants à lire. Tu les lis aux enfants et puis tu leur fais un petit cours d'histoire en même temps, donc c'était chouette. Et par-dessus ça, tu as un troisième thème qui est un peu un thème artistique, c'est-à-dire qu'ils ont fait des œuvres d'art qui ponctuent le parc, toi ta promenade dans le parc, en bois, qui représentent le loup sous différentes formes et notamment avec toute la partie contes et légendes. Donc le petit chaperon rouge, enfin tu vois comment le loup a toujours été présent dans l'imaginaire des enfants et donc pour les enfants c'est vraiment vraiment très réussi quoi. On est vraiment sur du parc un peu bio, tu vois, tout est en bois, les petits jeux sont en bois, enfin non c'est vraiment réussi. Alors c'était 2020, je sais pas comment ça a évolué depuis, mais on n'a vraiment pas regretté et en plus il y a une passerelle superbe à un endroit du parc qui a été érigée et qui te donne un point de vue sur la Lozère génial. Enfin tu vas tout au bout de la passerelle et là t'es face à la Lozère, c'est sublime, ouais. Et est-ce qu'on voit les différences entre les loups des différents endroits ?
Ouais, pendant la visite, ils t'expliquent les pelages, les caractéristiques, la façon de vivre, l'alimentation, etc. Et tu peux alors il y a un nourrissage, bien sûr, ils chassent pas ces loups-là. La visite guidée, elle est calée en général sur du nourrissage et tu peux aller voir comment ça fonctionne par rapport à ça, quoi. Donc non, franchement, c'était intéressant et ils ont bien aimé, ouais. Puis tu t'approches assez près de l'animal. Il y a des endroits où il y a des parois en verre et où tu peux vraiment voir l'animal. J'ai une photo de Zoé qui est nez à nez avec un loup qui la regarde droit dans les yeux, là. Et ouais, tu te dis, c'est impressionnant. C'est vraiment des bêtes impressionnantes quand même. Ouais, heureusement qu'il y a la vitre. Oui, bien sûr. Non, mais après, c'est des parcours où tu es en hauteur et tu les vois en contrebas. Enfin, c'est pas mal fait, franchement. J'avais trouvé ce site, ce parc-là vraiment très, très joli, quoi. Non, mais il y en a qui sont bien. Hein. Ouais, après, peut-être que je sais, je peux pas juger plus en profondeur de comment c'est géré, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que tu sentais la passion pour l'animal de la part des différents soigneurs qui étaient là, quoi. C'est toujours difficile de recommander ou pas ce genre de lieu. Je crois que c'est à chacun de faire la part des choses et de savoir si ça lui convient ou pas. Ouais, et puis alors là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a aussi un travail sur la sensibilisation, c'est-à-dire que c'est une réalité, le loup revient en Europe. Donc à l'époque, en 2020, il y avait 544 loups démembrés sur le territoire français. Je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est plus encore parce que je sais qu'il a continué d'avancer. Et donc ça repose des nouvelles questions sur le pastoralisme, les attaques de troupeaux. Et comme pour l'ours à une époque, je trouve que c'est aussi une belle façon de sensibiliser les populations à il n'y a pas de gens qui ont tort ou de gens qui ont raison, en fait. Chacun a son équilibre à trouver. Et tu vois, en termes d'éducation à ce que c'est que la vie en communauté avec de l'animal sauvage et de l'animal domestique et comment on essaye de gérer les deux, chose qu'on a un peu oubliée quand même dans nos contrées européennes, je trouve ça vachement intéressant. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi pour cette action éducative que ce parc avait, quoi. Eh ben, on continue. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans la Lozère que je me souvienne? Le soir, il avait bien fait chaud, donc le soir, on est rentré au camping dans l'après-midi et on a profité de la piscine, les enfants ont profité de la piscine. Et puis le lendemain, on est parti sur les Cévennes, donc on était toujours en Lozère. On a vraiment attaqué la partie cévenole. Donc là, on est allé sur un village qui s'appelle Ispagnac, très très joli village. Vraiment à conseiller aussi pour aller. C'était un camping aussi à Ispagnac. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé. On a fait. C'est ce jour-là. Enfin, en tout cas, c'est à partir de ce point de départ-là qu'on a fait notre fameuse rando dans les Cévennes. Alors, il y a eu deux moments forts dans les Cévennes. Il y a eu une première journée où j'avais fait comme surprise aux enfants de réserver un âne pour faire une rando avec un âne dans les Cévennes, parce qu'en fait, quand tu me parles des Cévennes, moi je pense à Stevenson, et donc voyage avec un âne dans les Cévennes, et je voulais qu'on puisse vivre un petit temps du parcours de Stevenson avec un âne. Donc on est allé dans un village qui s'appelle Saint-Martin de Lansuscle, tu vois, dans le genre nom de village pas facile à retenir. Et on est allé voir Arnaud, qui est un propriétaire d'ânes et qui proposait ça à l'époque. Je sais pas s'il le fait toujours. Donc des ânes qui proposent des ânes à la location pour pouvoir faire une journée de rando. Et ce qui était super, c'est que tu as rendez-vous avec Arnaud et déjà tu passes 1 heure de briefing avec lui où il t'explique tout le soin de l'âne, c'est-à-dire comment tu gères les sabots, comment tu gères le bas, comment tu gères les sacoches, l'attache, le nœud, les différents nœuds, le nœud en 4. Enfin, il t'apprend plein de trucs. T'as plein d'infos intégrées sur la première heure pour savoir gérer l'âne, parce qu'en fait l'âne va porter ton pique-nique en gros, mais au moment du pique-nique, tu vas le libérer complètement pour qu'il tu vas l'attacher quelque part, il va aller brouter, toi pendant que tu fais ton pique-nique, il faut savoir le réinstaller complètement pour la suite de ta rando. Et c'était une balade de 13 km et donc ça c'était chouette. Et donc ça, on avait une ânesse qui s'appelait Lola, qui avait 22 ans, qui était un peu âgée, mais du coup assez sympa. C'était quand même un âne, donc régulièrement elle s'arrête. Et donc voilà, un peu têtue, il faut réussir à la faire repartir, c'est le challenge de la balade. Mais là, les enfants ont adoré en fait, vraiment, parce que du coup, ils ont été responsables de l'âne pendant toute la rando, donc grosse motif pour la marche. Donc ils n'ont pas vu passer les 13 km puisqu'ils ont été centrés sur l'âne en permanence. Et là, surtout la rando, j'avais aussi demandé une rando un peu particulière et on avait une très jolie rando qui grimpait en fait sur les montagnes cévenoles et avec des vues sublimes aussi sur les Cévennes. Donc ça, c'était très sympa à faire. Et là, ça a été un gros coup de cœur pour toute la famille parce que les enfants ont vraiment adoré. Puis Basile, mon aîné, qui adore les animaux, mais qui est paradoxalement à cette époque-là, on avait un peu peur en fait parfois. Là, il a été le responsable, c'était lui le plus grand, et donc il a tenu la longe toute la rando et c'est lui qui gérait tout ça. Et Zoé, qui avait que 5 ans, a eu le droit une fois ou deux d'aller sur l'âne, de pas trop marcher, mais comme c'était la plus légère, mais sinon les autres n'avaient pas le droit du fait du poids, quoi. Et voilà, donc c'est une très belle expérience à vivre dans les Cévennes aussi, si vous pouvez trouver un petit loueur d'âne et lui
lui, il avait de très bons avis, donc. Oui, c'est toujours pareil. Oui. Il faut quand même vérifier. Évidemment, ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, c'était vraiment chouette et on était tout seuls. Alors, est-ce que c'était parce que c'était l'été 2020 ? J'en sais rien, mais je pense qu'on était la seule famille de sa journée à venir chercher un âne. Et ouais, du coup, t'as un petit sentiment d'exclusivité qui est quand même assez chouette. Ouais, sympa. Ouais, donc très belle journée. Et puis le lendemain, ça a été le lendemain de la journée rando dans les Cévennes. Là, pour moi, c'était mon point d'orgue. C'est-à-dire, j'avais prévu une grosse rando de 16-17 km dans les Cévennes pour justement avoir des très beaux points de vue sur le reste de la région. Et donc, c'est cette fameuse journée qui a tourné en journée mémorable à vie. Alors, je te raconte du coup. Bah oui. Bon, donc en fait, on s'est garé dans un village qui s'appelle Pompidou, qui était le point de départ de la rando. J'avais téléchargé la rando sur mon téléphone, j'avais cherché ce qui pouvait me convenir le mieux, et cette rando, elle s'appelait Cam de l'Hospitalet, le sentier de Bézucle, ou quelque chose comme ça. Bon bref, vous la trouverez, je pense, si vous allez sur l'Office du tourisme des Cévennes. On a garé le camping-car là et on est parti, et donc première partie de rando impeccable, il fait super beau, ça grimpe, on est content, on randonne bien et tout. Et à un moment, on arrive sur un plateau, tu suis le balisage, c'était un balisage jaune. On continue, on randonne. On arrive dans une forêt, très jolie forêt, justement petite forêt à la chaperon rouge, là assez sympa, on motive les enfants, c'est très joli, ça joue et tout. Et puis je me dis quand même que ce qui est un peu étonnant, c'est que je trouve que le descriptif de la forêt correspond pas tellement au descriptif que j'ai dans la rando, où on est censé être dans une forêt aussi, mais tu vois, il parle de certains éléments que moi j'ai pas devant moi, donc je comprends pas trop. Bon, je me dis c'est tout, on continue, on est sur le balisage, on avait le balisage jaune, donc je me dis non, on est quand même sur le bon chemin, on s'arrête au pique-nique. En fait, juste avant l'arrêt pique-nique, je fais tomber mon téléphone, parce que comme je suis un peu, tu vois, tout le temps sur le téléphone en me disant est-ce que vraiment je suis bon sur le chemin, et en fait je pète l'écran du téléphone. Bon, jusque là assez banal comme petite galère, mais quand même tu te dis ça c'est un peu chiant. Bon, c'est tout. Les enfants commencent à avoir faim, on pique-nique, Zoé se fait piquer par une guêpe. C'est pareil, jusque-là, tu te dis, bon, ok, pas très grave, donc tu calmes tout le monde, la panique du moment, tu soulages la douleur, on finit le pique-nique, très bien, et puis on reprend le chemin, on refait 5 km de plus de descente, et là, on arrive dans un village qui est censé s'appeler, je sais plus, je vais te dire des bêtises, enfin bref, ça s'appelait quelque chose, et c'était pas du tout le village où on était censé être. On était dans un village qui s'appelait Veubron, et c'était pas du tout là où on était, donc là, panique à bord, donc heureusement, il y avait dans ce petit village plein de petites personnes qui étaient devant leur porte de maison, j'accoste un monsieur qui me sort sa belle carte IGN et qui m'explique que on a descendu le versant méditerranéen alors qu'on devait descendre le versant atlantique, et donc on s'est gouré de chemin en fait. Et en fait, le problème, c'est qu'à hauteur du plateau, en fait, il y a d'autres randos qui arrivent. Tu le sais pas. Et en fait, le balisage jaune, c'était le balisage jaune, mais d'une autre rando. Et donc, à aucun moment, on a compris qu'on avait pris l'autre. Bref. Donc là, on avait quand même, à ce moment-là, 12 ou 13 kilomètres déjà dans les pattes. Donc là, petit coup au moral, parce qu'on explique aux enfants qu'il va falloir remonter les 5 kilomètres qu'on a descendus. Donc là, on les remotive, on y va, on remonte. Et puis, à arriver là-haut, on était à 17 bornes de rando déjà. On n'avait pas fini la rando. On arrive au bord d'une départementale, et là Pierre il dit non mais attends, les enfants en pouvaient plus, donc on s'est dit c'est pas grave, on fait du stop, et puis on va peut-être bien trouver quelqu'un qui veut bien nous ramener à Pompidou. On était 5, donc non, pas possible, 5 ça marchait pas, mais la petite blondinette de 5 ans avec son papa, ça a très bien marché tout de suite. Donc Pierre est parti avec Zoé en stop, ils sont retournés à Pompidou chercher le camping-car et ils sont venus nous rechercher. Donc là, plutôt moment sympa, un peu galère, tu vois, mais les enfants se disent ouais, c'est chouette, c'est comme dans Pékin Express, on fait du stop, tout ça. Donc on a attendu un petit temps, le temps que tout ça se fasse. Pierre est arrivé, avec tout ça, on arrivait en fin de journée, tout le monde avait super faim, on leur avait promis une pizza. On avait remarqué que dans Pompidou, il y avait une pizzeria qui était un peu alléchante. Donc en fait, on reprend le camping-car, on essaye de rejoindre Pompidou, et là, on s'est obligé de traverser des petits villages, c'est vraiment des tout petits villages avec des petites routes sinueuses, des petits ponts. Tu fais un peu gaffe, et là, boum, pas de bol, avec le camping-car, on accroche le marchepied du camping-car, qui est, franchement là, c'était donc deuxième partie de la galère de ce camping-car Vétus, c'est-à-dire que le marchepied, normalement, c'est un marchepied électrique, tu sais, qui descend automatiquement. Là, le gars, son marchepied était cassé, donc il l'avait accroché avec des tendeurs sous le camping-car. Je suis convaincue que si on a accroché le marchepied, c'est parce qu'il était accroché avec un système de tendeurs et qu'il n'était pas parfaitement replié sous la carlingue. Toujours est-il qu'on accroche le marchepied, on l'a super abîmé, on fait une photo, on contacte le propriétaire, il est emmerdé, il nous dit je vais être obligé d'en racheter un, il nous le fait payer. Et à la petite histoire, il nous a fait payer un marchepied neuf électrique, alors que lui, il avait un marchepied usé et abîmé. Bon, ça nous est un peu resté en travers de la gorge parce que ça coûte très très cher, un marchepied électrique de camping-car. Donc là, déjà, j'étais plus rentable par rapport à mon opération. J'ai pris le camping-car le moins cher du site. Donc, conseil, si vous louez sur Yescapa, finalement, mettez un peu plus cher au départ et prenez un véhicule plus récent, parce que franchement, ça a été très pénible. Bon, c'est là, tu te dis, allez, c'est vrai que là, ça commence à faire un petit cumul de galères, là, quand même. Bon, allez, cette journée va finir par se terminer, donc on se gare à la pizzeria, on commande les pizzas,
Ça met un certain temps à être cuit et au moment où on récupère les pizzas, le camping-car ne démarre plus. Panne de batterie. Avec là, je pense qu'il est 21h à ce moment-là. Le jour commence à baisser. Bon, l'avantage que c'est que dans un camping-car, c'est que tu manges à bord. Donc, on a mangé, mais à la lumière des frontales. Pas hyper pratique. Voilà, il n'y a plus du tout de batterie. On appelle un dépannage. Le gars nous dit oui, je vous envoie. À 23h, toujours pas de nouvelles. On se dit, il y a un problème. On rappelle. Et là, ah oui, on vous a oublié. Souci dans le logiciel qui envoie les assistances. Bug. Comment vous dire? Alors là, tu commences quand même à avoir ton petit niveau de j'en peux plus, qui finit par arriver à saturation. Donc bon bah l'avantage aussi du camping-car, c'est qu'on a couché les enfants. On a dit bah tant pis, vous mettez au lit, vous dormez. Et le dépanneur est arrivé à 1h du mat. Parce qu'en fait, on était quand même perdu au milieu des Cévennes. Et que si tu veux voir une assistante, je crois que le gars venait de Montpellier. Bah oui, il lui fallait, je pense qu'il a mis 1h30 ou 2 heures de route pour arriver quoi. Ah la vache. Oh, ça va coûter cher ça. Ouais. Donc là, avec son booster, il a réussi à redémarrer notre camping-car. Donc il a rechargé la batterie. Avec tout ça, j'avais quand même anticipé qu'on pouvait pas gagner le camping que j'avais réservé. Donc j'avais réservé en urgence un autre camping. Je lui avais expliqué la galère. Le gars avait dit bah vous rentrez, vous garez à l'emplacement machin. On gérera le reste demain matin et tout. Très bien. Donc vers 1h du matin, on reprend la route. On arrive dans ce nouveau camping de nuit. On se gare. Les enfants dorment. Et là, moi, je prends une échelle pour monter dans la Capucine. Donc la Capucine, tu sais, c'est la zone de sommeil qu'il y a au-dessus des conducteurs. Et en fait, troisième bévue sur cette problématique de camping-car vétuste. Au moment où j'accroche l'échelle sur la Capucine et que je commence à monter dessus, il y a un crochet de l'échelle qui lâche. L'échelle tombe, je tombe de 2 mètres de haut, je m'ouvre l'orteil et je me fais hyper mal au thorax. Bon, je me mets des strips, il est 2h du matin avec tout ça, hein, voilà. Je me dis des strips, je me prends du Doliprane, je me couche parce qu'on est épuisé de tout ça. Donc le lendemain matin, bah, j'ai quand même toujours hyper mal aux côtes et en fait, j'ai eu mal comme ça pendant très longtemps. Donc j'ai fait des radios en rentrant, j'avais 2 fractures en fait. Tu vas voir que ça ne m'a pas empêché de continuer à faire du VTT et tout ça. Mais quand même, j'ai géré de la douleur assez pénible tout le reste du temps. Et pour finir, le lendemain matin, c'était pas terminé. C'est-à-dire au moment où on veut repartir, je me dis, il faut quand même que je cherche ce fameux crochet qui a sauté. Parce qu'en fait, sans le crochet, tu peux pas accrocher l'échelle sur la Capucine, en fait. Donc t'es bloqué, tu peux pas monter dans la Capucine de façon sécuritaire. Et là, pas moyen de trouver ce crochet. Donc on se dit mais c'est pas possible, je sais qu'il a volé dans l'habitacle parce que je l'ai entendu si tu veux, mais impossible de le retrouver, ce qui fait qu'on a passé toute la matinée à vider l'intégralité du camping-car, tous les sacs, tous les vêtements, tout dépioté en disant où est-ce qu'il est tombé. On avait tout mis sur la pelouse par terre, on n'a jamais retrouvé le crochet, on finit par dire bon on abandonne, on remet tout dans le camping-car, à midi on démarre et là Pierre, en passant la première du camping-car, il découvre le crochet qui était tombé dans le soufflet de la boîte de vitesse. Mon Dieu. Voilà. Bon, super. Voilà, là, c'est bon. On a dit, allez, on quitte cet endroit, on passe à de nouveaux horizons. Et la journée de galère du voyage, on pourra pas faire pire. Ah ouais, elle est coton. Elle est quand même coton. Ouais, non, franchement, quand je prends les petits éléments les uns derrière les autres et que tu les ajoutes, tu te dis, non, mais c'est une blague. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais les gens vont jamais me croire, en fait, si je raconte tout ce qui est arrivé sur ces 24 heures. Oui, c'est ça, c'est sur une journée, quoi. Ouais, tout s'est cumulé en une journée. Bon, après, ce qu'on a vu était très, très beau en termes de... heureusement. En termes de paysage, c'était sublime. Et puis la veille, on avait trouvé un spot de campement sauvage avec une vue de dingue. On était caché de la route avec une vue extraordinaire. Donc ça nous avait bien satisfait. Mais voilà, on a un souvenir de cette rando assez costaud, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup. Bon, écoute, après c'était joli, mais voilà. Juste un truc. Je crois pas que tu l'aies dit quand tu t'es présenté. Ça aurait pu être encore un peu plus compliqué si tu n'étais pas médecin et que tu avais dû aller aux urgences parce que tu aurais estimé que tu pouvais pas gérer ça toute seule, et etc., etc. Alors oui, probablement. Oui, là c'est vrai que moi je suis un peu habituée et il m'en faut un peu plus pour me déstabiliser. Mais oui, effectivement, je suis pédiatre urgentiste, donc c'est des petites choses que je sais qui peuvent attendre, tu vois. Alors que moi, pas du tout. Moi, je serais allée direct. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu vraiment très mal aux côtes et se serait dit, alors, va trouver des urgences quand t'es logé là-bas. Je peux te dire. Mais c'est pour ça. C'est encore pire. Là, t'étais dans une belle galère, mais le commun des mortels ne sait pas le gérer de la même façon. Effectivement. Et puis en plus, c'était 2 heures du matin. Et je pense que t'as toujours une angoisse liée à la nuit qui est différente chez les gens et qui crée plus de panique en nuit qu'en jour, quoi. Ouais, enfin, t'avais quand même des côtes cassées. Ouais, j'avais des côtes cassées, une petite ouverture à l'orteil, mais bon, tu sais que j'ai mes pharmacies toujours très bien approvisionnées, donc
quelqu'un d'autre aurait été encore plus embêté parce que, il y a rien qui va. T'es au milieu de nulle part, c'est la nuit, tu sais pas ce que t'as, si c'est grave ou pas, tu sens que t'as mal. Non, j'avoue que mon statut professionnel par rapport à ça nous aide beaucoup en voyage dans toutes les petites galères de ce type qu'on rencontre qui font Même la guêpe. Ouais, même la guêpe, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Moi, je sais ce qu'il faut faire face à une piqûre de guêpe et donc voilà. Mais c'est vrai que bon voilà, ça a pimenté le voyage, on va dire. Légèrement. Un peu. Waouh. Et les enfants ont bien dormi? Ah oui, eux, parfaitement dormi, ouais. Bah, eux, ils dormaient depuis, je crois, 23 heures, tu vois, une fois la pizza engloutie et qu'on leur a dit, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de dépannage pour l'instant, dormez, et ils se sont pas réveillés. Je crois qu'on a roulé jusqu'au camping comme ça, et eux étaient plutôt en forme, ouais. Bon, et on espère que la suite du voyage va être un peu plus, cool. Beaucoup plus sereine. Et ben écoute, on a continué le lendemain, on a repris la route et on est allé dans le Gard. Donc on a exploré plutôt le Gard. Donc là justement, on est allé à l'ouest du Mont Aigoual, sur une zone géographique qui s'appelle le Causse Noir. Là, on a fait toute une boucle qui était décrite dans le routard comme étant sublime et qui l'a été, qui s'appelle la boucle de Espérou à Espérou. C'est-à-dire tu pars d'un village qui s'appelle Espérou et tu reviens à Espérou et t'as tout un petit circuit à faire où là c'était vraiment magnifique et tu vois, j'avais déjà des envies de Yellowstone à l'époque, Yellowstone qu'on a fait l'été dernier, on a fait les Rocheuses américaines et canadiennes et on a fait un voyage sublime, mais vraiment cette zone-là, cette petite zone géographique nous a transportés dans les plaines américaines, quoi. Et pour l'avoir fait, du coup, comme j'ai fait Yellowstone l'année dernière, je peux confirmer que c'était vraiment ce genre d'ambiance. Alors sur une zone beaucoup plus restreinte, hein, évidemment, mais c'était des collines dorées, des petites rivières, des petits torrents qui circulent au milieu. Tu t'arrêtes, tu vas te baigner dans la rivière. C'était la petite maison dans la prairie partout, en fait, et seul au monde aussi. Enfin, vraiment, on était tout tranquille là-bas. Et donc, j'ai trouvé cette petite région absolument géniale. En plus, il y avait une petite rivière qui s'appelait le Bonheur. Oh. Et donc, on a nagé dans le Bonheur. Oh, c'est trop mignon. Et je trouvais ça trop génial de prendre la petite photo et de dire, on nage dans le Bonheur. Tout le monde a envie de faire ça. Bah, évidemment. Donc, on a fait ça. On est passé devant un relief géographique qui s'appelle la Fente de Bramabio. Ouais, l'abîme de Bramabio. En fait, c'est une fente géologique. Et la rivière du Bonheur, justement, passe en souterrain, en dessous de la fente. Et donc, la zone où la rivière plonge et devient invisible, ça s'appelle la perte du bonheur. Tu vois, donc j'ai trouvé ça hyper poétique. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette région pour le côté magique, poétique à souhait. C'était super chouette. Et alors, ce qui était très sympa, ce qu'on a fait dans le Gard, c'est énième surprise pour les enfants. En fin d'après-midi, on est allé visiter un élevage de bisons d'Amérique. Donc, je me dis, c'est pas pour rien que ça m'a fait penser aux plaines américaines, en fait. Et donc, il y a des agriculteurs qui ont dû qui ont fait le même lien et qui ont développé un élevage de bisons d'Amérique, qui sont différents des bisons d'Europe. Et donc là, pareil, tu fais une visite en tracteur au milieu de l'élevage avec les gars sont des passionnés de bisons d'Amérique, donc en plus ils sont style cow-boy, mais c'est pas du folklore, c'est-à-dire qu'ils adorent ça, donc ils sont vraiment avec leur Santiago, leur jean, leur chemise à carreaux et leur chapeau de cow-boy, yeah. Et ils te font la visite des bisons, et donc moi les enfants ils étaient fous quoi. Enfin c'est vrai que c'est un animal hyper impressionnant, et donc de le voir de près comme ça en tracteur c'est très chouette. Et là pareil ils sont insatiables les gars sur ce que c'est que le bison, ils t'expliquent tout de A à Z quoi, l'anatomie, le squelette du bison, pourquoi il s'est développé comme ça, pour les différences entre bison d'Amérique, bison d'Europe, les accouplements, les naissances, enfin, il t'explique tout, quoi. Vraiment, c'était très, très, très intéressant. Et tu repars avec ton petit souvenir, une petite tasse ou une petite peluche bison. Non, mais ça leur a beaucoup plu et bon, c'était assez chouette. Et je te dis, comme j'avais ressenti cette ambiance américaine en termes de géographie, de finir l'après-midi au milieu des bisons, c'était assez rigolo, quoi. Bah ouais, carrément. Comme quoi, on peut vraiment voyager, tu vois, en étant tout près de chez soi. Ça, c'est un des messages forts de ce road trip-là, c'est que on a pu, pour des finances très raisonnables, s'offrir un road trip vraiment hyper dépaysant, quoi. À part le camping-car. À part le camping-car, voilà. Donc très sympa. Et puis on a fini la journée au pied du Causse Méjean. Donc le Causse Méjean, c'est un grand plateau calcaire qui appartient à la région des Grands Causses. Donc c'est sur la zone du Gard là. C'est la partie sud du Massif central en fait, toute cette zone là. Et donc j'avais trouvé un petit camping génial dans un village qui s'appelle Salvinsac si vous cherchez. Je sais plus le nom du camping parce qu'il y en avait 2 je crois dans le village, mais celui-là il est vraiment au pied des falaises du Causse. Il est génial parce que c'est un petit camping qui à l'époque déjà été très développé sur le versant bio en fait. Donc il y avait un potager bio où tu pouvais aller te servir. Enfin, tout était vraiment pensé comme ça, de façon très artisanale. Tu pouvais boire la bière artisanale du coin et tout. C'était très, très chouette. Et il y avait même une espèce de petite rivière avec cascade où on pouvait aller se baigner juste en face de la sortie du camping. Donc, c'était très chouette. Et c'est le genre de camping, on a fait 2 nuits, mais je m'étais dit on pourrait y rester une semaine parce que c'était vraiment super agréable comme endroit. Le côté très traditionnel, très rural, très développé sur alors toute cette zone-là, hein, le Gard, la Lozère, tout ça,
ils sont très axés sur des campings à échelle humaine. On n'est pas sur des mobil-homes à la chaîne. Il n'y a pas de grande piscine. Enfin, tu vois, ouais, c'est toute petite structure, mais c'est très agréable en fait. Enfin, c'est vraiment des endroits très chouettes. Si tu veux un petit retour à la terre, c'est assez sympa. Et donc le Cosméjean, c'est aussi un temps très fort du voyage parce que ce plateau est sublime. Il y a des chaos rocheux en fait sur ces plateaux-là. C'est des grandes étendues herbeuses dorées qui sont couchées par les vents. Enfin, en termes de lumière, c'est vraiment sublime. Et donc ça, on a adoré. Donc on a fait une journée de VTT aussi là-dessus, sur ce cos-là. On a bien pédalé aussi. Puis on a fait du camping-car ou juste sillonner, le plaisir de sillonner le cos en fait le soir au coucher de soleil. Et il y a les chevaux de Przewalski qui sont sur ce Cosméjean. C'est des chevaux de Mongolie qui avaient disparu en Mongolie en fait, et il y a eu un ou deux individus qui ont été sauvés et qui ont été réimplantés là par des passionnés et qui ont remis en route l'espèce en fait, pour aller ensuite les réintroduire à nouveau en Mongolie. Et donc super. clairement, quand t'es sur le Cosméjean, t'es en Mongolie. Enfin, vraiment, alors moi j'ai fait le Kirghizistan, j'ai pas fait la Mongolie, mais enfin j'ai quand même vu ce que c'est que les plateaux d'Asie centrale, et c'est pareil en fait. Enfin, au coucher de soleil, dans la lumière du soir, avec les chevaux qui s'ébattent en liberté là sur le plateau, qui sont des chevaux très particuliers, hein, ils sont tout petits, trapus, avec une espèce de crinière rêche blanche sur le dos. Enfin, ils sont très mignons. Ouais, c'était hyper dépaysant aussi cet endroit-là. Très 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 beau. On a fait un chaos aussi qui s'appelle le chaos de Nîmes-le-Vieux, très chouette à faire, où là t'as des pierres géantes, gros terrain de jeu pour les enfants. On y est resté une après-midi entière. On a fait la sieste. Eux, ils ont joué au chevalier. Ils ont sauté de rocher en rocher. Enfin, le genre d'endroit où tu t'es tout seul aussi. En fait, il y avait quasiment personne avec nous et tu visites ce truc. C'est gratuit. Hein, c'est un site géologique, tu vois. Et puis en énième surprise, on leur avait réservé la visite d'un site géologique souterrain qui s'appelle l'Avennes-Armand. C'est une espèce de grotte souterraine, mais il y a à 100 mètres de profondeur en fait. Donc tu descends avec un ascenseur qui te descend jusqu'à 100 mètres de profondeur, et après tu visites. C'est une espèce de cathédrale géante souterraine magnifique avec visite guidée, spectacle de lumière dedans. Enfin, c'est très très sympa aussi. Donc ça, ils ont bien aimé aussi. Ah, cool. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses à faire dans cette région-là. C'est très riche, et c'est ce que j'ai compris vite en fait en détaillant le routard. Je me suis dit en fait, on va faire 15 jours quoi, parce que il y a largement de quoi faire bien plus qu'un long week-end quoi. C'était un routard spécifique de la région ou tu as eu plusieurs routards? Bah ouais, c'est le routard qui s'appelait, alors je sais plus si c'était le routard Occitanie ou vraiment Occitanie Est, je crois, que j'avais acheté au début pour l'Aubrac. En fouillant et en lisant, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait à faire et tout me donnait envie. Donc j'ai fini par dire en fait, on va se faire un vrai road trip, on va pas faire que l'Aubrac quoi. Donc très chouette l'Avennes-Armand aussi, les chaos, et puis on a fini. Ah ouais, alors très sympa le spot de camping qu'on a adoré, c'est que je cherchais donc pour dormir le soir dans le secteur. Donc on a fait nos 2 nuits dans ce petit camping qu'on a beaucoup aimé, et après je voulais vraiment terminer le voyage sur un site très sauvage, et donc il y a un endroit qui s'appelle le Roc des Hourtous, Hourtous, où c'est un resto au départ qui domine les gorges du Tarn. Et donc le resto est très très chouette, pareil très axé nourriture bio, locale, enfin c'est vraiment des valeurs qui sont très défendues dans cette région-là. Et tu domines les gorges du Tarn, et donc t'es survolé par les aigles, c'est vraiment très beau. Et le gars m'avait autorisé à dormir sur place si on mangeait au resto. Donc c'était super parce qu'on a fait notre resto, très content, très sympa en plus, enfin vraiment c'était très chouette. Et après on a dormi sur site, et quand on s'est réveillé le matin, on était seul au monde, on dominait les gorges du Tarn, t'avais des chevaux de ci de là dans des prairies, et puis cette vue sublime au lever du soleil qui était vraiment géniale. On a pris le thé, on est allé s'asseoir au bord des gorges là, enfin tu vois, avec les pieds dans le vide presque, et on a bu le thé là. Donc ça c'était vraiment vraiment sympa. Ah, trop bien. Et puis on a fini par du kayak parce que on est arrivé sur les gorges du Tarn. On était donc, tu vois, on a surplombé les gorges du Tarn, et après on a repris le camping-car et on est descendu dans les gorges en fait. Et là on a fait encore une autre surprise, à savoir 10 km de kayak sur le Tarn. Et donc là sublime, les gorges du Tarn, c'est très très beau, et t'as plein de sites pour te baigner. L'eau est turquoise, t'as des petites plages paradisiaques en fait. Et donc c'est aussi un truc que je conseille à faire en famille, ça, du kayak sur le Tarn. Et c'est tranquille ou il faut être un petit peu sportif? Non, c'est tranquille. Oh, non, c'est très familial. Non, franchement, Pierre était avec les 2 petits sur un kayak. Moi, j'étais avec Basile. On s'est très mal débrouillé parce que on n'arrivait pas du tout à diriger le kayak tous les deux, et donc on a fait, je pense, 5 km de plus en zigzag. Mais non, c'était familial. Il y a un moment, il y a une toute petite cascade très sympa que tu prends, mais tu te retournes pas. Enfin, franchement, non, c'était très joli. Et donc, ça permettait de voir encore un autre aspect de la région, de la rivière, du kayak encaissé avec les gorges, et c'est très très joli en termes de paysage aussi. Donc, c'était très chouette. Par contre, il y a plein de villages adorables qui bordent les gorges en fait, et qui bordent le Tarn. Mais là, on ne s'est pas aventuré en camping-car parce que vraiment les routes sont étroites. On avait été un peu refroidi par l'expérience du marchepied, et tu te sens un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
porcelaine quand t'es avec un camping-car dans ces endroits-là. Il y a des souvenirs de routes un peu vertigineuses, sinueuses, où on faisait vraiment pas les malins. On a trouvé ça sublime, mais on n'a pas osé s'aventurer dans les villages à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, ça doit être plus simple à faire en voiture classique, quoi. Il n'y a pas que des avantages au camping-car. Il y a des endroits où c'est quand même pas... si t'as pas l'habitude, en fait. Exactement. Et puis, c'est vraiment ce que je cherchais pas. C'est-à-dire que moi, le camping-car, je l'adore pour ce côté liberté, grands espaces. Je cherche pas du tout ça pour aller faire des tout petits villages, quoi. Donc, soit t'arrives à te garer sur des entrées et tu vas à pied, et d'où les vélos aussi, hein, l'idée qu'on avait pris les VTT, qui nous ont permis d'être mobiles dans plein d'autres endroits sans avoir à bouger que le camping-car. Mais oui, évidemment, il y a plein de régions de France où j'irais pas en camping-car assez naturellement parce que je me dirais que c'est plus compliqué, quoi. Bon, et après ? Voilà, et ben on a fini par le Larzac. Ensuite, on est allé finir notre séjour sur le Larzac. Alors le Larzac, on l'avait découvert quelques années auparavant parce qu'on avait des copains qui avaient une maison en Aveyron. Donc t'es pas très loin non plus en fait sur certaines régions de l'Aveyron des plateaux du Larzac. Et on avait aussi vraiment adoré ce coin-là. Et donc là, on a trouvé un terrain d'agriculteurs qui nous louaient leur terrain pour poser le camping-car avec toilettes très spartiates, hein, pas d'électricité tout ça, mais vraiment rigolo, des gens adorables. Et puis là, on a pris les VTT et donc on est allé en VTT visiter les villages templiers. Donc il y a notamment un village qu'on adore qui s'appelle la Couvertoirade, qui est un des villages célèbres templiers du plateau du Larzac, et c'est sublime. Enfin, c'est vraiment charmant à souhait. C'est pareil, tu repénètres au cœur du Moyen-Âge. T'as un cimetière templier avec les tombes des templiers, tu vois, avec les croix templières dessus. Le village est adorable. T'as une place centrale super mignonne, tout en pierre, où tous les gens, enfin, il y a une notion de communauté en fait dans ces villages-là qui est très très forte. C'est quand même, tu vois, les gens qui ont décidé de refaire leur vie à la campagne, en rural. Il y a quand même un état d'esprit, tu vois, un peu bobo bio là dans ces endroits-là, mais qui est quand même très sympa. Et donc sur cette place, tout le monde se retrouve. T'as quelques agriculteurs qui viennent vendre leur production locale. Tout le monde se met sur des tablés. La bière est servie pour tout le monde. Enfin, c'est ultra convivial. Donc c'est un village très très chouette à vivre. T'as des très bons restos aussi dans ce village. Pareil, un accès avec de la nourriture en circuit court, etc. Très chouette. Et donc on a retrouvé l'ambiance de ce village qu'on avait beaucoup aimé la première fois qu'on l'avait visité et qui n'avait pas changé. Donc on s'est fait une grosse rando VTT sur le plateau du Larzac. Je crois qu'on a fait pareil 16 ou 17 km de VTT pour aller explorer. On a fait comme ça plusieurs villages templiers, mais c'était vraiment la Couvertoirade qu'on avait en point de mire parce qu'on l'avait adoré. On a fait une glace à nouveau dans la Couvertoirade, et puis on n'est pas resté au resto parce qu'il fallait faire le retour après. Donc on pouvait pas manger le soir, mais on a refait le retour et on est retourné au camping-car. Et puis on a fini cette journée de VTT par une petite exploration d'un village qui s'appelle le hameau de la Blaquère. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce hameau. C'est en fait la lutte agricole qui a eu lieu dans les années 70 dans les plateaux du Larzac, et c'était là. C'est-à-dire que l'histoire, c'est qu'il y a 103 agriculteurs qui devaient être expulsés par l'État dans les années 70 pour agrandir des terrains militaires, et ils ont fait une espèce de révolution un peu à la Che Guevara, tu vois, où ils ont lutté pendant des années. Ils ont refusé de quitter et ils ont gagné en fait au bout de plusieurs années. Donc ça, c'est un très haut lieu du militantisme agricole en fait sur les plateaux du Larzac. Donc c'était chouette aussi de visiter ce petit hameau qui aujourd'hui est minuscule, avec une vue magnifique sur le plateau du Larzac, et de te dire que ça a été un haut lieu médiatique dans les années 70. Bah ouais, donc c'était sympa de finir sur ça. C'est bien qu'ils aient gagné. Ouais. Le lendemain, on a repris la route et on est rentré à Toulouse en repassant par le viaduc de Millau, qui est sublime à traverser. Et puis voilà, la boucle était bouclée. Waouh! Alors, non, j'allais dire, j'aurais pas pensé qu'on pouvait imaginer autant d'aventures mais en fait, c'est complètement débile. Et je retire ce que je n'ai pas dit parce que j'en suis persuadée qu'il y a des coins absolument incroyables partout en France et particulièrement de ce côté-là. Donc, mais c'est toujours tes aventures qui permettent aussi d'aller un peu plus loin que ce qu'on aurait pensé au départ. Donc, ouais, hyper chouette. Ça donne tellement envie d'aller visiter notre propre pays. Quoi. Exactement. Si tu veux, moi, je suis revenue de ce road trip tout aussi transportée que quand je vais à des milliers de kilomètres découvrir des choses extraordinaires en Asie centrale, dans les plaines d'Amérique ou au fin fond de l'Australie. J'ai réussi à ressentir les mêmes émotions de dépaysement, d'émerveillement, de beauté, de lumière, de rencontre, finalement, que ce qu'on fait à l'autre bout du monde. Donc après, encore une fois, parce que je prépare bien mes road trips et que je suis allée fouiller dans le routard toutes les petites choses qui me semblaient être des expériences à vivre qui allaient permettre de sublimer le voyage, quoi. Je pense que ça compte aussi, de préparer ton truc, mais
pense que tu passes à côté des trois quarts des choses si tu l'as pas préparé. Bah, possiblement. Après, probablement que quand tu prépares rien, tu vis aussi de très belles autres choses et puis Et le autre hasard chose, te ouais, fait c'est ça. trouver des paysages sublimes aussi, j'en doute pas du tout. Mais c'est vrai que là, je pense que j'avais vraiment bien balisé mon parcours, tu vois, pour voir des paysages tous très différents les uns des autres, des ambiances différentes, ces petites expériences supplémentaires avec l'animal pour les enfants, du sport, parce qu'on aime bien bouger aussi, et donc ça combinait vraiment tout et c'était vraiment génial, ouais. Et les enfants, ils ont adoré. Ah ouais, bah alors à l'époque, ils nous suivent toujours, mais à l'époque ils suivaient d'autant plus parce qu'ils étaient plus jeunes. Et ouais, je pense que ce côté, on leur avait dit chaque jour il y aura une nouvelle surprise, ça mettait pas mal d'excitation dans le voyage. Puis le camping-car est quand même un mode de transport avec les enfants qui est génial parce que sur la route ils dessinent, ils jouent, ça allège encore plus le côté. Et puis comme on a fait 15 jours de road trip dans un espace à la fois assez grand mais assez restreint, on n'a pas roulé autant que quand on faisait des road trips à l'étranger. Donc en plus les temps de route étaient quand même relativement restreint. Ok, bah on passe au guide pratique. Combien de kilomètres vous avez fait? J'en sais rien du tout. Je sais pas, pour te dire, Toulouse-Rodez, il y a 1h40 de route aujourd'hui. Rodez, pour aller vers l'Aubrac, je pense que tu remets une bonne heure de route dessus. Aubrac, je t'avais dit, on est allé en Lozère, on a dû remettre 1h30. Je pense qu'on en avait des secteurs de route de 1 à 2 heures entre chaque grande région, tu vois. Oui, et après, vous aviez suffisamment de choses à voir sans faire... C'est ça. Vous le posiez et vous faisiez autre chose. On posait, on prenait les vélos, on allait visiter, on faisait des randos vélos ou des petits parcours, des petits circuits, des petites boucles locales avec le camping-car pour explorer plus en profondeur chaque région. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit la voiture, ça aurait pu être quand même plus pratique ou vraiment le camping-car, c'était le moyen de transport qui correspondait vraiment à ce que tu cherchais? Oui, moi, parce que comme mon idée, c'était percevoir la liberté de se poser le soir, pas être toujours en camping et que j'ai pu trouver des campements un peu originaux, un peu, tu vois, chez un agriculteur par-ci, chez un agriculteur par-là, un site caché ici ou là. Pour moi, ça correspondait parfaitement à mes attentes. Après, je pense que tu peux vivre tout aussi bien. Il y a une offre, je pense, d'hébergement incroyable aussi dans ce secteur-là, avec des petites chambres d'hôtes qui doivent être charmantes. C'est sûr qu'à chaque fois, tu augmentes un petit peu le tarif parce que tu es à 5 et qu'il faut se loger à 5, mais je pense qu'il y a aussi moyen de le faire en voiture avec hébergement loué pour chaque nuit dans des endroits très chouettes qui peuvent être très beaux aussi. Vu qu'on a rencontré des gens, tu vois, des restos, des endroits comme ça un peu incroyables, perdus là dans certains endroits où tu te dis bah ouais, dormir là ça doit être très sympa aussi en termes de dormir dans le dur quoi. Le choix du camping-car, donc tu l'as dit, c'est quand même un vrai sujet et il faut pas forcément prendre le moins cher. Bah en tout cas, je pense que nous ça a été notre erreur parce que voilà, j'ai voulu faire une vraie belle économie en prenant le plus cher. Alors les avis étaient bons, hein, c'est-à-dire qu'après c'est aussi une question de chance. Hein. Soit tu es avec un vieux véhicule puis tu rencontres pas trop de problèmes et puis tout se passerait très bien. Hein. Enfin sinon on n'avait pas eu tous ces soucis-là, je te dirais que allez-y, foncez sur un vieux camping-car, ce sera moins cher. Mais là clairement ce que je t'ai pas dit, c'est que la pièce du frigo, on se l'est récupérée quelque part dans la Lozère, dans un village qui s'appelait Pont de Montvert où il avait fait livrer la pièce dans un café, le café du commerce. Enfin, tu vois, bon, on est allé, on a fait ça, c'était très bien, mais voilà, c'était un peu de challenge de récupérer la pièce, de la réinstaller, plus toutes les autres galères qui se sont enchaînées derrière, qui ont fait que oui, je pense que finalement, on aurait dû mettre 300 ou 400 euros de plus sur le véhicule et s'épargner ces petits soucis-là, quoi, quand même. En tout cas, il faut faire attention. Ouais, Qui voilà. dit vieux véhicule dit que potentiellement, ça peut être un peu plus galère, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on part en road trip en France? Alors là, moi, je trouve que les VTT, ça a été génial. En fait, de les charger sur le camping-car, ça a été vraiment la meilleure idée qu'on ait eue parce que je te dis, on a pu découvrir des endroits qu'on n'aurait pas fait si on était que en camping-car. Voilà. Et puis après, quand même, un petit vêtement de pluie. On a eu très beau tout le temps. Mais il y a eu 1 ou 2 beaux orages là quand tu es sur les plateaux. Les orages, ils peuvent être un peu costauds. Hein. Des bonnes chaussures parce que tu marches. Enfin, l'objectif de ce genre de road trip, c'est aussi de découvrir des beaux endroits. Et donc, les chaussures de rando et quand même un petit vêtement de pluie. L'activité à faire absolument avec les enfants. Bon, toutes celles que tu as faites, mais si on avait Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je les ai toutes faites. L'âne, je dirais quand même la rando avec l'âne, c'était vraiment, vraiment sympa dans les Cévennes quand même. Côté sécurité? Oh, rien à dire. Oh non, on est vraiment dans des endroits très, 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 très tranquilles. Tant mieux. Ouais. Votre hébergement préféré hors du camping-car? Je dirais le site du Roc des Ourtous, là, celui dont je te parle au bord du Gorge du Tarn, parce que l'endroit était quand même vraiment merveilleux, quoi. En termes de réveil le matin, c'était magique. À part la Ligo, est-ce qu'il y a des spécialités culinaires qui vous ont marqué?
Non, je dirais pas tant que ça, parce qu'après on a quand même vraiment beaucoup cuisiné par nous-mêmes, par souci d'économie. On a mangé des glaces artisanales là partout où on pouvait. Toutes ces régions agricoles sont assez riches justement de faire des glaces au lait avec des laits locaux et tout ça. Donc ça c'était sympa. Mais après il y en a probablement plein des spécialités, mais qui me viennent pas là tout de suite en tête. Donc non, moi je dirais les glaces en été, l'aligot sur les plateaux de l'Aubrac et puis les glaces, des petits fromages quand même. On a régulièrement acheté des petits fromages, ces petits fromages de chèvre, tout ça. C'est une région où ça fonctionne bien là, et sur des marchés locaux et tout, tu peux t'acheter des petits cabécous, des petits trucs comme ça là qui sont bien bons pour les pique-niques. Côté budget, on s'attend à quoi? Le budget principal, ça a été le camping-car. Non, les campings, c'est pas très cher. Alors, dès que tu veux l'électricité et un camping avec piscine, forcément, ça monte un peu le prix de l'emplacement. Et après, il y a plein d'endroits où on a campé gracieusement en échange d'une activité ou en échange d'un petit repas au resto, tu vois, des choses comme ça. Donc, non, ça a été très raisonnable comme budget. Votre prochaine destination en famille? C'est la Suède. Là, début juillet, on part 16 ou 17 jours sur la Suède. On va faire 5 jours de descente en radeau. On va construire un radeau, on va descendre sur une rivière au centre de la Suède et on va camper sur les bords de la rivière pendant 4 jours. Donc ça, c'est la vraie aventure du voyage. Et du coup, on part à 2 familles avec des copains. Ah, sympa! Pour avoir d'autres ados avec nous et que ce soit un peu plus festif comme expérience. Et après, on explore. J'ai trouvé un échange de maisons dans les environs de Stockholm. Donc, on va explorer Stockholm et la campagne autour. Et après, on se fait du road trip maritime parce on a 3 points de chute différents dans les îles de l'archipel. Et j'en ai trouvé notamment une qui va être, je pense, assez étonnante parce qu'on est vraiment seul au monde, au milieu de la mer, assez loin de l'archipel et sans électricité, sans eau courante. Je l'ai pas trop dit encore. Oui, je l'ai pas trop dit chez moi. Tu laves la vaisselle à l'eau de mer, tout ça. Enfin voilà, ça va être comme ça. Je sens que ça va être encore un bon épisode de podcast. Ouais, je pense. On va voir. J'espère que la météo sera avec nous parce que sinon ça peut être beaucoup moins drôle. Mais voilà, ça va être l'idée, c'est ça, c'est aller explorer les horizons de l'archipel côté est. Ouais, c'est ça. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Je t'en ai déjà dit pas mal quand même. Hein. Oh, oui, je sais. Mais il y en a forcément d'autres. T'as trouvé l'Algérie ou pas? Non. Non. Tiens. Bon, je refais un appel pour l'Algérie. Je suis assez sûre que ça va être une des destinations qui va redevenir très prisée dans les années qui arrivent. Et parce que je sais que le pays se réouvre pas mal au tourisme. C'est sécurisé, en fait. Et je suis sûre que le sud algérien doit être sublime. Écoute, l'appel est lancé. Pour finir, tu l'as déjà expliqué, mais on va le refaire. Pourquoi tu aimes tant voyager en famille depuis toutes ces années? Alors, il y a d'abord les souvenirs que ça crée. Pour nous, c'est des moments très forts en famille à chaque fois, qui sont très différents d'un quotidien. Et donc, ça crée les souvenirs qui ont structuré la famille. Donc, je trouve que clairement, notre histoire de famille, elle s'est construite sur ces voyages et ces différents temps forts de voyage, et qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre famille, tous ces moments-là. Donc, ça a structuré la famille. Et le deuxième point essentiel, c'est que ça a confronté mes enfants depuis tout petit à la découverte de l'autre. Alors après, je dis qu'il n'y a pas toujours besoin de voyager pour découvrir l'autre. Moi, j'ai des enfants qui ont toujours été en école quartier sensible, réseau d'éducation prioritaire, etc. Donc, en fait, eux, ils savent ce que c'est que le multiculturalisme depuis qu'ils ont 3 ans, qu'il y a plein de langues qui sont parlées au quotidien autour d'eux dans leurs oreilles. Enfin, tu vois, donc ils n'ont pas forcément besoin du voyage pour rencontrer l'autre. Mais je trouve que ça a été un très bon combiné de leur montrer l'autre localement, avec notre multiculturalisme français, que je trouve très riche, et puis de leur montrer ce que ça donne aussi quand tu vas à l'étranger, d'aller voir ce que ça peut donner, d'autres façons de vivre, et aussi de pourquoi certaines personnes viennent migrer en France aussi, qu'il y a des réalités économiques qui font que, voilà. Et je trouve que c'est une culture de l'autre et de la tolérance qui est essentielle. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Donc sur 2 sites, sur mon site blog Les Tisons on the Road, à l'anglaise, lestisonsontheroad.com, vous tapez ça dans Google et vous le trouvez, où là c'est vraiment un site où je mets toutes nos photos et tous nos récits de voyage, donc c'est assez riche. Donc il faut aimer lire, parce qu'il y a beaucoup d'écrits, le but c'est vraiment voyager avec nous en fait et se faire transporter dans l'expérience. L'objectif étant soit de donner envie, soit de vous donner des idées de parcours, soit d'aller piocher des petites pépites, parce que j'essaye dans mes voyages qu'il y ait toujours des moments un peu hors
sentier battu est un peu décalé par rapport à ce que la majorité peut faire, mais aussi de lire et de partager les émotions. Et donc c'est aussi, je pense, destiné à ceux qui voyagent pas et qui n'ont pas forcément envie de voyager physiquement, mais qui peuvent se faire transporter par le récit. Et puis après, j'ai mon compte Instagram qui est un petit résumé de ce qu'on fait, de ce que je peux mettre dans le blog, quoi, avec quelques posts et quelques publis de temps en temps sur ces moments forts de voyage. Merci beaucoup Camille pour ce chouette carnet de voyage dans l'Est de l'Occitanie. Merci à toi Stéphanie de m'avoir permis de raconter qu'on peut aussi s'éclater en France. Absolument. À bientôt. À bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager aux parents qui cherchent de nouvelles destinations testées et approuvées, et aussi à ceux qui pensent encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, parfois ça l'est, mais pas plus que sans les enfants, et surtout c'est tellement plus chouette avec eux. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment. Ce serait vraiment dommage de louper les prochaines destinations. Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Et si vous avez envie de papoter, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage, toujours avec un S. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.